Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors, dans la poursuite de la série que nous avons inaugurée sur la thématique générale du changement de nom, nous allons aujourd'hui, n'est-ce pas, vous parler de la procédure de changement de nom. Alors, et lorsque nous parlons de la procédure de changement de nom, nous incluons toutes les hypothèses que nous avons évoquées jusque-là, à l'exception du cas de la femme mariée, dont nous avons vu qu'elle n'a besoin d'aucune procédure particulière. Et donc, quand nous parlons de la procédure, il s'agit de celle qui va s'appliquer aux artistes souhaitant faire usage d'un pseudonyme. N'est-ce pas? Nous avons évoqué les cas de Petit Pays, Fingontralala, Sam Fantoma, Lapirone Banga, paix à son âme. Donc, la procédure est la même que lorsqu'il s'agit de changer son nom de naissance. Alors, quelle est donc la procédure applicable? La procédure de changement de nom, incluant donc l'autorisation d'utiliser un pseudonyme pour les besoins littéraires et artistiques, est organisée par les articles 18 à 26 de la loi numéro 69/LF3 du 14 juin 1969, dont nous avons parlé à l'introduction de cette série. Nous avons dit que c'est une loi fédérale ancienne, mais qui est toujours en vigueur et qui est applicable de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. Donc, de l'exploitation des articles 18 à 26 de cette loi de 1969, il ressort que toute personne souhaitant changer de nom, ce qui suppose que l'une des hypothèses que nous avons évoquées avant se trouve réunie, peut donc demander par requête écrite à changer de nom. La requête est adressée au ministre de la Justice. Au ministre de la Justice, c'est-à-dire à Yaoundé. Elle est déposée normalement à Yaoundé, mais ne perdez pas de vue que l'État est représenté dans chaque localité par quelqu'un qui représente à la fois le chef de l'État et le gouvernement. Donc, même si la loi de 69 prévoit que la demande doit être déposée au ministère de la Justice, non, il ne faut pas perdre de vue que le sous-préfet est le représentant du gouvernement dans l'arrondissement. Le préfet est le représentant du chef de l'État et de chacun des ministres dans le département. Et il va se trouver des départements ministériels qui, en plus du préfet, disposent de délégations d'arrondissement départemental. Toutes ces structures sont habilitées à recevoir la requête. Mais la requête est adressée au ministre de la Justice. Donc, même si on ne peut pas la déposer à Yaoundé, il est constant que le destinataire de la requête, c'est bien le ministre de la Justice. Mais s'agissant du dépôt, vous pouvez la déposer directement à Yaoundé, mais vous pouvez également la déposer par l'entremise des services déconcentrés de l'État. Une délégation d'arrondissement du ministère de la Justice, je crois que ça, je ne sais pas si le ministère de la Justice en a, mais on peut également l'adresser soit par le sous-préfet, soit par le préfet, et dans une certaine mesure aussi par le ministère public. Parce que le procureur de la République, le procureur général sont des collaborateurs directs du ministre de la Justice. Et les procureurs et le ministre de la Justice forment ce que nous appelons le ministère public, qu'on appelle encore le parquet. Donc, les voies par lesquelles on peut déposer sa requête sont nombreuses. Mais ce qui est constant, c'est que le destinataire de la requête, c'est bien le ministre de la Justice. Alors, une fois la requête déposée, elle prendra son temps. Nous aurons, dans la prochaine capsule, à discuter de la question du délai, n'est-ce pas, pour l'aboutissement d'une procédure de changement de nom. Nous y reviendrons dans le détail, en invoquant notamment les délais, sous réserve des lenteurs administratives, n'est-ce pas, qui caractérisent généralement notre administration. Mais, quand vous avez donc fait la requête, vous la déposez dans l'un des lieux que nous avons indiqués, à charge pour vous de suivre, parce que vous ne déposez pas et vous abandonnez. Normalement, si les fonctionnaires font normalement leur travail, la requête devrait aller naturellement. Mais la corruption qui gangrène notre administration fait que parfois, si vous n'assurez pas un suivi, votre requête risque de ne pas bouger. Donc, la solution la plus simple serait peut-être de la déposer directement au ministère de la Justice. Mais je dis, si vous ne pouvez pas accéder à Yaoundé, par exemple, si votre requête part de Marois ou bien
de Kousséri là-bas à la frontière avec le Tchad, ou bien de Mouloundou au sud là, il sera difficile pour vous d'entreprendre un voyage à Yaoundé uniquement pour ça. Et donc les services déconcentrés de l'État sont là pour faciliter justement l'accueil des usagers par rapport aux préoccupations qu'ils pourraient exprimer. Donc une fois parvenu à Yaoundé, le texte ne le dit pas, mais le ministre de la Justice renvoie le dossier au parquet du lieu de résidence du demandeur. Ça veut dire que si vous êtes à Tchang, quand vous avez déposé votre requête à l'autorité déconcentrée de la ville de Tchang, elle monte au ministère de la Justice. Le ministre de la Justice va renvoyer à Tchang parce que vous vivez à Tchang, même si vous n'êtes pas né à Tchang. Parce que le critère de traitement de ce dossier, c'est le domicile du demandeur. Le domicile ici confondu avec la résidence. Donc, le dossier est retourné chez le procureur afin que le procureur procède à l'affichage de la demande. Parce que pour changer de nom, le changement de nom est une source d'insécurité. Si du jour au lendemain, vous pouvez partir de Tim Chouin Moïse pour devenir Eyango Dagobert, vous comprenez que ceux qui vous ont connu comme Tim Chouin Moïse peuvent facilement être floués. Parce que le nouveau nom que vous aurez pris ne leur dira rien du tout. Alors qu'ils vous ont connu sous un nom que vous êtes en train d'abandonner. Donc c'est pourquoi, pour les besoins de sécurité, afin d'éviter que les gens soient surpris par la procédure de changement de nom, le ministre de la Justice renvoie le dossier au procureur de la République du lieu de résidence du demandeur. Le procureur va afficher la demande aux portes du palais de justice, mais aussi à la mairie, afin que ceux qui sont susceptibles de vous connaître soient informés de cette initiative et, au besoin, puissent former une opposition. Parce que des personnes peuvent avoir intérêt à vous empêcher de changer de nom. Ou bien peut-être parce que l'argument que vous avez mis en avant pour justifier la nécessité pour vous de changer de nom ne tient pas. Et donc s'il y a des personnes qui ont connaissance de la vérité et qui voudraient bien s'opposer à votre demande en affichant aux portes du palais de justice et à la mairie, cela permet donc à votre environnement, puisque vous vivez dans un environnement où les gens vous connaissent, de faire éventuellement opposition. Et lorsqu'on fait dans opposition, les oppositions sont recensées par le procureur de la République. Les oppositions sont recevables pendant un délai de 6 mois. Au bout de 6 mois, le procureur fait le point des oppositions reçues. Il les transmet au ministre de la Justice. Donc, passé le délai de 6 mois, les oppositions ne sont plus recevables, il faut le dire. Donc, une fois, quand le ministre de la Justice les reçoit, il transmet les oppositions au procureur général de la cour d'appel. Ça veut dire qu'on est là en présence d'un contentieux particulier où le litige va être traité pour la première fois, non pas devant un tribunal d'instance, mais pour la première fois à la cour d'appel. Donc, dans l'hypothèse où il n'y a pas eu d'opposition, le ministre de la Justice, en recevant le rapport du procureur général, va émettre son avis pour que le dossier continue. Mais dans l'hypothèse où il y a eu opposition, en recevant ce dossier, le ministre de la Justice va le retransférer chez le procureur général près la cour d'appel. Et le procureur général près la cour d'appel va donc convoquer les opposants et le demandeur, afin justement de permettre, dans une audience tenue par la cour d'appel, dans son intégralité, d'apprécier les arguments pour la demande et les arguments contre la demande. Autrement dit, devant la cour d'appel du lieu de résidence de l'individu, par exemple, si je vis à Tchang, ce sera la cour d'appel de l'Ouest à Bafoussam, une audience va se tenir à la diligence du procureur général près la cour d'appel de l'Ouest, pendant laquelle on va écouter le demandeur dans sa demande, avec les éléments de preuve qui sous-tendent cette demande, mais aussi on va écouter celui qui fait opposition. On va essayer de comprendre les motifs pour lesquels il ne souhaite pas que l'individu change de nom. À l'issue du procès, la cour d'appel rend une décision, soit en faveur du demandeur, soit en faveur de l'opposant. Vous comprenez que si la décision est en faveur du demandeur, ça veut dire que la cour d'appel souhaiterait que l'opposition ne soit pas prise en compte. Mais si c'est en faveur de l'opposant, ça voudrait dire que la cour d'appel est d'avis que les arguments développés par la partie adverse contre la demande de changement de nom sont suffisamment pertinents. Et la décision donc va être transmise à la diligence du procureur général
de qui le ministre de la Justice attend des comptes, le procureur général donc va transmettre tout le dossier encore au ministre de la Justice. Et au vu de l'ensemble du dossier et de la décision de la Cour d'appel, le ministre de la Justice va émettre son avis. Et l'avis, généralement, va être déterminé par la décision de la Cour d'appel. Si la Cour d'appel a été favorable, le ministre de la Justice n'a pas d'autres arguments pour s'opposer à la demande. Mais si la Cour d'appel est défavorable, le ministre également n'a pas d'autres arguments puisque ces bras séculiers que sont les magistrats de la Cour d'appel ont eu l'occasion d'apprécier, n'est-ce pas, la pertinence des arguments contraires et se déterminer. Et donc, tout le dossier au niveau du ministère de la Justice est retransmis, n'est-ce pas, au Premier ministre. Dans la loi de 69, la décision de changement de nom appartenait au président de la République. Mais depuis 1991, il y a un décret, le décret qui porte réorganisation du gouvernement, qui a modifié certaines attributions du président de la République et qui les ont transférées, vers le Premier ministre. Parmi les attributions, n'est-ce pas, qui ont été transférées au Premier ministre, il y a justement la décision sur les changements de nom. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas vous attendre à un décret du président de la République, mais plutôt à un éventuel décret du Premier ministre, conformément à un décret, n'est-ce pas, qui a été pris en 1991. Je crois que je vais retrouver les références de ce décret-là. Voilà, il s'agit du décret numéro 91/282 du 14 juin 1991, qui en son article 2 transfère au Premier ministre le pouvoir de décider du changement du nom. Donc désormais ce n'est plus le Premier ministre, malgré le fait que cela est écrit ainsi dans la loi de 69, c'est désormais, ce n'est pas par décret du président de la République, mais plutôt par décret du Premier ministre. Mais le Premier ministre va conclure la demande par un décret. Il y a bien les décrets du Premier ministre. Donc cela va se faire en vertu de ce décret-là, et non pas suivant la lettre, n'est-ce pas, de la loi de 1969. Voilà donc comment la procédure se fait. Et la procédure, je l'ai dit, est la même qui s'impose aux artistes littéraires et musiciens pour leurs œuvres professionnelles. Car comme je l'ai dit, les musiciens, les footballeurs, les littéraires, pardon, qui souhaiteraient se prévaloir d'un pseudonyme devraient se soumettre à la même procédure et ne devraient justement commencer à se prévaloir de ce pseudonyme qu'après la publication du décret du Premier ministre consacrant le pseudonyme et habilitant ainsi, n'est-ce pas, l'artiste à désormais se prévaloir de son nom. Mais la loi précise bien que même lorsque l'artiste aura reçu le décret pour utiliser un pseudonyme, dans les actes destinés au service public, il devra toujours utiliser son nom tel qu'il figure dans les actes d'état civil. Autrement dit, le pseudonyme autorisé en faveur de l'artiste n'est utilisé que pour les besoins professionnels. En tout cas, nous y reviendrons pour développer davantage les effets du changement de nom. Autrement dit, les suites du décret ayant autorisé une personne à utiliser un pseudonyme ou bien à changer de nom. Voilà donc pour ce qui est de la procédure. Pour les prochaines capsules, nous allons vous entretenir sur la durée potentielle de la procédure, mais surtout sur les suites par rapport au diplôme, par rapport aux actes d'état civil que l'on avait déjà. Lorsqu'on a obtenu un décret de changement de nom, quelle est la suite, n'est-ce pas, que l'individu doit observer dans ses rapports avec lui-même et par rapport aux tiers. Nous y reviendrons dans la prochaine capsule. Et en attendant, si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, pour que tous ceux qui ont les préoccupations en rapport avec cette thématique en soient informés. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun de nos contenus. Et si vous êtes sensible à la pertinence, à l'opportunité de cette initiative citoyenne, n'hésitez pas à la soutenir, car cette production a un coût que votre humble serviteur assume jusqu'ici gracieusement. Mais vraiment, si vous pouviez soutenir pour permettre que nous puissions pérenniser cette initiative et varier les contenus,
votre appui serait très apprécié. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu nous garde. À très bientôt.